Savoir vendre est tout un art, et c'est même un art qui peut parfois faire peur. Alors que diriez-vous d'avoir les conseils d'un expert de la vente pour apprendre à vendre sans vendre? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un ami cher à mon cœur, Yannick Alain, que vous avez déjà vu sur une vidéo qui était sur la gentillesse. On parlait de gentillesse, ouais. Exactement, notamment dans le cadre de la sortie de ton livre « Les gentils méritent aussi de réussir ». Les gentils aussi méritent de réussir, écrit avec l'excellent Jérôme Moirot aussi. Tout à fait, donc si vous ne l'avez pas lu, allez le lire. Et Delphine Castellani. Exactement. Bon, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de gentillesse, quoique, on n'est pas loin. Quoique. Et en effet, je voulais absolument inviter Yannick à refaire une vidéo ensemble pour parler d'un domaine dans lequel tu excelles, dans lequel tu es un expert, c'est la vente. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo ou qui ne te connaissent pas encore? Mais oui, tout à fait. En fait, donc, je m'appelle Yannick Alain. Je suis quelqu'un qui suis né dans la campagne toulousaine et qui suis quelqu'un qui a la maladie d'être gentil. En tout cas, pour beaucoup, en fait, c'était la maladiesse, on va dire. Oui. Parce que c'est presque avec maladresse, ça va avec ça, d'être gentil, en fait. Non, mais c'est fou. Comme être gentil, en fait, ça devient en fait une tare. En fait, plus tu grandis, plus ça devient compliqué. Et en fait, j'ai eu, on va dire, un double cursus, c'est un cursus de gentil et un cursus de vendeur à succès. Et donc du coup on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé parce que tu peux pas être gentil si t'es un vendeur et tu peux pas qu'est-ce qui se passe. Et en fait je me suis rendu compte au travers de ma carrière que oui il était possible de réussir en étant un excellent vendeur, oui. en voyant la vente un petit peu différemment que telle qu'elle est vue aujourd'hui, on en parlera peut-être, et en gardant cette valeur de gentillesse qui pour moi est très chevillée à moi et cette valeur de service. Et de don à l'autre. Et donc, fort de ça, en fait, je me suis rendu compte au travers de ma carrière, moi j'ai toujours eu envie de transmettre. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, qui m'a toujours passionné. Et cette idée de transmettre m'a amené à me dire et à me mettre en colère, parce que je rencontrais énormément de gens autour de moi qui avaient des problématiques pour vendre, pour se vendre, alors qu'ils avaient des choses extraordinaires à partager. Oui. Et parce qu'ils ne savaient pas se vendre, qu'ils refusaient de se vendre pour ne pas être associés à un vendeur requin ou ce genre de choses, eh bien, ils se coupaient de toute une part d'abondance et de plaisir de travailler, de vivre de leur passion. Et donc, du coup, j'en ai fait plus ou moins ma mission à dire, en fait, et si j'apprenais à vendre aux personnes qui sont bienveillantes, qui ont de belles choses à partager. Et c'est comme ça que ma carrière a commencé. J'ai, au début, travaillé pour Microsoft, Toshiba, Intel. J'ai formé des équipes de vente. Ensuite, j'ai monté ma boîte. Et en montant ma boîte, j'ai monté des formations pour aider les personnes bienveillantes, les personnes qui avaient de belles valeurs humaines à apprendre à vendre et à se vendre. Complètement. Et je peux vous assurer que c'est un contenu exceptionnel, puisque vraiment tu es un expert en la matière. Et d'ailleurs, merci. On disait que vendre, finalement, souvent ça fait peur. Oui, c'est vrai. Ouais, d'après toi, justement, qu'est-ce qui fait peur dans le fait de vendre? C'est un petit peu ce que je disais juste en amont, c'est que la vente, ça cristallise énormément de préjugés. Oui. Énormément. Il y a eu, en fait, ce qui est fou, c'est que les premiers à avoir maîtrisé la vente, ce sont les Américains. Les premiers. Et ce qui est fou, c'est que dans les années 30, 50, Napoleon Hill, Dale Carnegie, tous les premiers penseurs autour du développement personnel et de la vente disaient déjà à l'époque que pour bien vendre, il fallait aimer son client. Que pour bien vendre, il fallait rendre service à son client. Que le prêt-à-prendre devait être remplacé par le prêt-à-donner. Que c'était vraiment comme ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans les années 80. Il y a eu un oubli en fait, et il y a eu l'époque du Loup de Wall Street, qui est d'ailleurs le titre de cette vidéo, oui. Dont est tiré le titre de cette vidéo. Il y a eu toutes ces Madoff, tous ces gens-là en fait qui se sont mis à abuser de la confiance des gens, parce que la vente est un pouvoir extraordinaire et parce que ça permet d'avoir la confiance de l'autre. Et c'est une des plus grosses richesses, mais à la fois un des plus grands pouvoirs. Et s'il est, on va dire, mal utilisé, eh bien, peut faire du mal. Et dans les années 80, il y a eu cette espèce de vague de vendeurs-preneurs qui a abîmé, écorné grandement l'image de la vente, qui a fait qu'aujourd'hui, on se traîne avec une problématique d'image du vendeur. Et donc déjà, on ne veut pas s'associer à un vendeur, parce que quand on entend vendeur, on entend le vendeur qui a les dents longues, le vendeur qui est prêt à tout pour vendre sa mère, vendre son père, vendre tout ce qu'il peut pour ses fins personnelles. Alors que c'est pas une obligation. Alors que on peut voir la vente totalement autrement et l'avoir plus en vendeur d'honneur, justement, quelqu'un qui rend service à un autre humain. Et je me rappelle l'un de mes premiers mentors en vente qui m'a sorti cette maxime, il s'appelle Stéphane, et il m'a dit en fait, vendre c'est avant tout aider un autre humain à prendre une décision intelligente. Quand tu vends, tu es un docteur. C'est-à-dire tu vas voir ton patient, entre parenthèses, oui. Et puis tu vas avec ton carnet, tu lui poses des questions. Et ces questions-là t'amènent à diagnostiquer une problématique que tu es capable de résoudre mieux que les autres. Ou en tout cas d'une manière extrêmement pertinente qui va beaucoup l'aider. Et ton job ensuite,
c'est de faire en sorte qu'il prenne cette solution. C'est un peu comme si demain vous aviez quelqu'un que vous aimez profondément qui a besoin d'un médicament pour guérir, ben vous allez tout faire pour qu'il prenne ce médicament-là parce que vous êtes intrinsèquement convaincu que ça peut l'aider. Et je crois en tout cas qu'on est là-dedans. En fait, dans la notion de vente, il faut faire déjà un travail sur soi-même et être convaincu que ce que l'on propose a une très grande valeur. Alors justement, ça amène un peu à une question bateau. Alors c'est quoi selon toi la différence entre le bon vendeur et le mauvais vendeur? Le bon chasseur et le mauvais chasseur. Même si tu as déjà donné des pistes, mais... Oui, allez. après, qui suis-je pour dire bon ou mauvais vendeur? Chacun a sa vibration, chacun fait à sa manière. Moi, je sais que personnellement, je suis très chevillé à la notion de valeur. Et mes valeurs sont très importantes. Il y a l'honnêteté, il y a plein de principes, en tout cas que je peux avoir, même si je me méfie par moments des principes. Oui. J'ai quand même des principes forts sur ce que doit être un bon vendeur et ce qui est un vendeur sur lequel je veux absolument pas m'associer. On a tous eu affaire un jour à un vendeur-preneur. Un mec qui essaie de t'embrouiller, un mec qui te vend un truc où tu sens qu'il y a une embrouille. Le mec, tu le sens qu'il est là pour t'embrouiller. Voilà, vous êtes allé dans une foire, le mec il t'a... Alors, tous les vendeurs de foire ne sont pas des escrocs. Hein. Non, il y en a qui on est d'accord, il y en a très bien, mais en tout cas, bon, si je prends le cliché, on va dire, ou alors du vendeur de fenêtres, ou alors du vendeur de je ne sais quoi. Et le mec, tu sens qu'il est là avant tout pour prendre. Oui. Voilà, et quand tu as fini le deal avec lui, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait escroquer, j'ai pas eu envie, j'y suis allé quand même. Voilà. Ou alors j'ai été content, mais en fait, je me suis rendu compte que finalement le produit était pas bon, le vendeur a disparu, il assume pas. Bon, voilà. Ça, c'est les vendeurs preneurs. Moi, je crois beaucoup plus aux vendeurs d'honneur. Un vendeur d'honneur, pour moi, c'est quelqu'un qui, avant toute chose, apporte de la valeur, écoute son client, et dans une logique de lui rendre service, avant toute chose, et qui va toujours faire passer l'intérêt du client avant même le sien. C'est-à-dire, je crois qu'un bon vendeur, il sait faire ce mix entre l'intérêt, le produit qu'il a et l'intérêt qu'il a de vendre, mais surtout qu'il fait toujours passer l'intérêt de son client et du bon conseil avant de vendre soi-même. Ça génère plusieurs choses. La première des choses, ça génère une belle réputation. Parce qu'un vendeur d'honneur, il est capable de dire non à un client. Et de lui dire, ah ben non, désolé, je ne peux pas vous rendre ce service-là. En fait. Par contre, je peux vous aiguiller vers quelqu'un. Mais ça, je ne peux pas vous le rendre. Un vendeur d'honneur sait dire non à son client. Parce qu'un vendeur d'honneur, il est au courant qu'il sélectionne son client autant que son client le sélectionne. Et il n'est pas en mode « Ah, je veux absolument ». Donc pour moi, c'est ça. Ensuite, pour moi, un vendeur d'honneur, il est toujours dans une logique de service, de don de l'autre. C'est-à-dire qu'il va dire « Ok, comment est-ce que je peux rendre le meilleur service à mon client ?» Parce que ça génère quoi un vendeur d'honneur? Ça génère le saint graal de toute entreprise qui fonctionne. C'est du bouche à oreille. Oui. Parce que ce vendeur-là, il se crée une réputation. Alors c'est plus long à créer, hein. C'est un petit peu quand Maître Yoda dit dans l'épisode 5, je crois, quand Luke va donc sur la planète de Yoda, il lui dit c'est quoi le plus fort, c'est le côté obscur ou le côté lumineux? Il dit non, il dit le côté obscur est jamais plus fort, c'est juste plus rapide et plus facile. Et je crois que c'est ça en fait. Quand tu es un vendeur-preneur, c'est plus rapide et plus facile. Quand tu es un vendeur d'honneur, c'est peut-être plus long, mais par contre dans le temps, tu t'inscris vraiment dans le temps. Et c'est Henry Ford qui disait les deux choses les plus importantes d'une entreprise ne figurent pas au bilan pour se moquer des financiers, des gens qui ne regardaient que les chiffres. Et ce sont sa réputation et ses hommes. Et donc les humains et la réputation. Et pour moi, la réputation, c'est quelque chose de très important. Et pour moi, un vendeur qui dure dans le temps, ce qui fait que je suis là depuis des années, ce qui fait que tu es là depuis des années, et que tu n'es pas la serveur du mois, et tu n'es pas un mec qui apparaît sur les réseaux d'un coup et qui disparaît parce que, avec la caisse, c'est parce que tu t'es fait une réputation. Déjà, tu avais une réputation avant, quand tu étais directeur commercial, que tu as travaillé en fait dans le milieu de pharmaceutique, où tu as fait un très beau chemin là-dedans, tu avais déjà une belle réputation et tu as gardé tes contacts là-dedans. D'ailleurs, mon assistante est un de ses contacts, d'ailleurs, pour dire à quel point cet homme-là avait bonne réputation. Et je crois en tout cas que c'est une des choses les plus importantes en fait qu'on puisse cultiver, en fait, sa réputation. Et pour moi, un bon vendeur d'honneur, c'est quelqu'un qui sait préserver justement sa réputation. Mais il ne le fait pas pour préserver sa réputation, c'est naturel. Oui. Et voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les vendeurs d'honneur. Ça me ferait presque penser à un jeu de mots, c'est qu'un vendeur d'honneur, c'est un vendeur d'honneur des apostrophes. Exact. C'est magnifique. Pardon, excusez-moi, je ne suis pas très distingué. Donc voilà, mais oui, c'est magnifique. J'adore ça. Donc, bon, merci. Vendeur d'honneur, vendeur d'honneur. Mais c'est incroyable, c'est génial. C'est génial, je n'avais jamais pensé. Et donc, finalement, maintenant qu'on sait quels sont les profils du commercial de qualité, le vendeur d'honneur, si tu devais me donner 3, justement, qualités de ce profil du top vendeur, de ce vendeur d'honneur. Les 3 plus grandes qualités pour être vendeur d'honneur, c'est quoi? Déjà, la première des qualités, c'est comprendre que très souvent, on voit le vendeur comme quelqu'un qui est bon à convaincre.
Oui. Et moi, je crois que c'est une erreur. En tout cas, oui, effectivement, on doit travailler notre habileté à faire comprendre notre produit, notre service, ça c'est OK. À bien l'argumenter pour notre client, c'est OK. Mais moi, quand j'entends quelqu'un qui a été convaincu, j'attends un con qui a été vaincu. Et donc, il y a une espèce de rapport de force de je peux te convaincre malgré toi. Vendez-moi ce stylo. Je peux te convaincre malgré toi. Bien que dans le film, il y a quand même une nuance très intéressante, on en parlera peut-être, que je trouve intéressante dans le domaine de la vente. C'est vraiment le côté convaincu, c'est de dire non, moi mon job, c'est pas d'être un bon convainqueur ou un gars qui va convaincre l'autre, mais c'est plutôt d'être un bon proposeur. Et plus je vais savoir proposer à la bonne personne et le plus souvent possible, plus mécaniquement je vais vendre. Et mon job n'est pas d'apprendre à convaincre le moindre Pékin qui passe d'acheter mon produit, même si il n'est pas pour lui, mais mon job c'est de le proposer à un maximum de personnes, à un maximum de bonnes personnes. Et je crois que toute la nuance elle est là, c'est qu'il y a une grande règle en vente qui s'appelle la loi de la moyenne, qui fait que plus tu vas avoir de gens, plus tu vas proposer, et plus tu vas vendre. C'est mécanique. Même si vous pensez que vous êtes un vendeur nul, que vous ne savez pas convaincre, je peux vous assurer que si vous êtes un bon proposeur, vous serez bien meilleur vendeur que beaucoup de vendeurs qui ne savent pas proposer ou qui ont l'impression qu'ils doivent à chaque fois insister et être lourds avec leurs clients. Les vendeurs lourds, je sais pas, quelle horreur. C'est fou. Ouais, c'est affreux. C'est affreux. Donc ça, pour moi, c'est une première clé qui, pour moi, en tout cas, permet d'arriver en tout cas à ça. Donc, être un bon proposeur. Deuxième clé, selon toi. Deuxième clé, c'est la notion de comment est-ce que j'obtiens la confiance de l'autre. C'est-à-dire que c'est tout bête, mais pour moi, la vente, c'est de la confiance. Et cette confiance-là, en fait, on l'obtient au travers de notre gentillesse, au travers de notre personnalité, au travers de nos arguments aussi que l'on va donner. Et cette confiance, en fait, c'est comme si notre client, il ouvrait son cœur et qu'il nous confiait une part de sa confiance là. Et pour moi, un vendeur d'honneur est quelqu'un qui prend cette confiance-là, qui arrive à l'obtenir, évidemment, parce que ça, c'est une très grande clé, en fait, apprendre à obtenir cette confiance-là, mais c'est surtout quelqu'un qui sait en prendre soin de cette confiance. Et je crois que le fait de savoir prendre soin de la confiance de notre client, c'est-à-dire lui apporter le meilleur service, être réactif quand il nous appelle, savoir être là aussi quand les choses vont pas bien, parce que, encore une fois, ce serait impossible de dire à un vendeur 100% de tes clients doivent être satisfaits. Pourquoi? Parce qu'un client, à un moment donné, pour X raisons, on a eu un problème de prod, on a eu un problème de X raisons, en fait, le client, en fait, il n'est pas satisfait du produit ou du service. Votre manière de réagir à son insatisfaction peut tout changer pour lui. Vraiment. Ça peut tout changer parce qu'il peut vivre une mauvaise expérience avec le produit. S'il vit une bonne expérience avec vous, ça peut être vraiment incroyable. Et ça, c'est une affaire de confiance pour moi. Je me rappelle, il y a quelques années, je suis avec Toufik, un ami commun, et on va manger à un restaurant à Montauban qui s'appelle Le Bureau, une chaîne qui s'appelle Au Bureau, que vous connaissez probablement. Et c'est la première fois que c'est la première soirée que la personne en fait a ça. Donc évidemment, comme ça amène de la curiosité, le restaurant est plein à craquer. Et là, c'est un fiasco total. C'est-à-dire que on commande les plats, les serveurs sont perdus, c'est extrêmement long, les mauvais plats arrivent à table, c'est très long, les mauvais plats arrivent des fois, il y a des gens sur la table qui reçoivent le dessert avant le plat, bref, on sent que la cuisine est dépassée, les serveurs sont dépassés, et là il commence à y avoir dans le restaurant une espèce de grogne de gens qui sont agacés, énervés, les plats ça ressemble à rien, c'est pas ok, tout ça et tout. Et là donc il y a le patron en fait qui éteint la musique, qui prend le micro pour parler à tout le restaurant. Personne n'est content, d'accord que le service est très mauvais. On passe une soirée où on rigole, même on se moque même, parce qu'on se dit mais c'est pas possible. Comment c'est possible, tu vois? Donc déjà c'est pas très fair play de notre part, mais c'est ok. Le patron en fait parle et dit bonjour, écoutez je suis le patron, je suis désolé de ce qui se passe ce soir. Sachez que j'ai pleinement conscience que votre repas n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut vous donner. Je suis désolé, on s'est complètement fait dépasser par les événements. Je m'excuse pour ça. Donc, vous êtes invité évidemment ce soir, vous n'avez rien à payer ce soir. Et 2, voici un coupon pour revenir avec 50% de réduction la prochaine fois. Et la prochaine fois, je vous assure qu'on sera vraiment meilleur. Désolé vraiment pour ça et venez avec vos amis. Ce sera pour la table et pour tout le monde. Toutes nos excuses pour ça. Wow. Tout le monde a applaudi. Tout le monde a dit un champion, on y est revenu. Et évidemment, c'était bien mieux à la suite. Donc, je crois que c'est important en tout cas de ne pas se leurrer aussi par rapport à ça et de comprendre que cette confiance-là, pour moi, elle est vraiment importante. En tout cas, c'est une des clés pour moi essentielles. Donc en fait, c'est arriver à développer une intelligence relationnelle, c'est arriver à créer le lien, à créer la confiance. Absolument.
Absolument. C'est-à-dire que pour moi, l'intelligence relationnelle fait partie intégrante de votre talent commercial. C'est-à-dire que votre capacité que vous aurez à connecter à l'humain, à savoir juste obtenir la confiance de l'autre au travers de qui vous êtes, à savoir assumer qui vous êtes dans votre entièreté. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'un vendeur, il choisit ses clients aussi, autant que son client le choisit. Et il n'est pas non plus qu'en mode j'ai besoin d'eux. Non, non, je choisis aussi, j'ai la prétention de choisir aussi mes clients. Et donc ça, pour moi, c'est l'intelligence relationnelle, ça aide énormément. Il faut la développer, c'est une évidence. Complètement. Donc, être un proposeur, développer son intelligence relationnelle. La confiance, oui, absolument. Et c'est quoi finalement la troisième clé, la troisième qualité d'un top vendeur, un vendeur d'honneur? Un top vendeur aussi, pour moi, c'est quelqu'un qui sait aller à la recherche du besoin. C'est un reporter, c'est un chercheur, vraiment. Donc, comment est-ce qu'on va à la recherche du besoin? Comment est-ce qu'on peut découvrir l'opportunité que l'on peut être pour l'autre au travers du besoin qu'on va découvrir chez le client? Alors là, ce que tu dis, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'il y a une phrase qu'on entend beaucoup dans la vente et qui, moi, me met les poils comme ça m'énerve, tellement elle est complètement fausse, c'est « il faut savoir créer le besoin ». Ouais. Je ne crois pas beaucoup en cette phrase non plus. Je pense qu'on peut découvrir un besoin. C'est faux, les amis, d'accord? Il ne faut pas savoir créer le besoin. Ça, c'est une idiotie totale. Non. Puis non. Puis je préfère qu'on aille justement chercher rechercher le besoin caché que la personne va avoir, arriver à découvrir justement souvent la chose. En fait, souvent comprendre une affaire, parce que quand on est sur une affaire, on apprend en tout cas à découvrir le client, et au travers de la découverte du client, au travers de son questionnement, de l'intelligence de ses questions, de la pertinence de ses questions, on va savoir découvrir quelque chose que les autres n'ont peut-être pas vu. Un besoin important qu'a le client, qu'a l'entreprise. Et souvent, c'est notre capacité à comprendre notre client et son besoin, et notamment le besoin caché, qui va faire qu'on va proposer la meilleure solution. Et je crois que non, on ne crée pas le besoin. Non, on va aller le découvrir, le stimuler, absolument, mais pas le créer, en effet. Jamais, en fait, vraiment là-dedans. Et c'est un point qui pour moi est très important, c'est comment est-ce qu'on peut développer son sens des affaires. Et son sens des affaires, pour moi, c'est notre capacité à découvrir ce dont le client a vraiment besoin, quelle est sa douleur, quelle est sa difficulté, quel est le râteau qu'il a, le caillou dans sa chaussure qu'il a, que des fois il ne voit même pas tellement il l'a depuis longtemps, et notre capacité à dire, tu sais quoi, je suis capable de te l'enlever ce caillou-là et d'apporter encore plus de valeur à tout ça. Et du coup, le sens des affaires, cette notion de besoin, d'opportunité, de tout ça, c'est de se dire comment est-ce que je peux matcher le besoin de mon client avec le service que je lui rends. Et ça, je crois que c'est toute une philosophie, et c'est important en fait de comprendre ça. En fait, c'est que avant toute chose, on apprend à découvrir comment est-ce qu'on peut être une opportunité pour le client. Comment est-ce que vous pouvez être un cadeau pour ton client. Ouais. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est excellente. Tu me parlais du vendeur de frigo. Oui, exact, très bien. Il y a un vendeur dont j'ai oublié la source. Je m'excuse déjà pour ça. Il y avait un marketeur dans les années 50. Je crois que c'est dans les 50. La source doit être à peu près bonne. Celle-là, vous rechercherez. Si jamais on vous mettra la source dans la description. Un marketeur qui avait vendu en fait des frigos à des Esquimaux. D'où l'expression savoir vendre. Savoir vendre, et ça a vraiment été fait. Techniquement, il l'a fait. Et on pourrait se dire de prime abord, mais il les a escroqués, c'est scandaleux, ils n'étaient pas informés, et voilà. Et en fait, c'est pas du tout ça. En fait, il s'est intéressé aux besoins des Esquimaux. Et en fait, les Esquimaux, ils avaient un problème. Et le problème, c'est que quand ils étaient dans leurs igloos, ils avaient régulièrement des attaques d'ours polaires qui ont un odorat extrêmement développé. Et une attaque d'ours polaire, c'est quand même un petit peu mortel. C'est-à-dire que s'il entreprend l'igloo, on n'est pas bien les copains. On n'est vraiment pas bien, c'est dangereux. Et donc, il y avait ce danger-là qui planait autour des Esquimaux. Ce publicitaire a dit, ce que je veux faire, c'est que je vais vendre le frigo non pas comme un objet qui va permettre de maintenir les aliments au frais, ce qui, pour nous, en tant qu'Européens, en tant qu'Occidentaux, est la fonction première, mais parce que eux, naturellement, le froid, ça fait partie d'eux. Mais par contre, je veux le vendre comme un aliment qui va permettre de protéger de l'odorat des ours les aliments. Et donc, du coup, ça va permettre d'avoir moins d'attaques d'ours polaires, ce qui est quand même juste génial. Et donc, il en a vendu beaucoup parce qu'il l'a vendu comme ça. Donc, il s'est intéressé aux besoins, il s'est intéressé à leurs problématiques, et il a répondu avec le réfrigérateur à cette problématique. Tout simplement. Donc, il leur a rendu un fier service. Exactement. Et ça, c'était OK. Donc, il est tout à fait possible de vendre un frigo à des Esquimaux avec éthique. Mais c'est comme dans le Loup de Wall Street, typiquement. Ce qu'il fait quand il lui dit « vendez-moi ce stylo »,
Donc les gens disent, ah, ben, c'est un stylo, il s'attaque, on va dire, aux caractéristiques. Les gens sont décontenancés, mais n'importe qui serait décontenancé si on te dit, vendez-moi ce stylo, c'est OK. Si par contre, son ami Brad lui dit, tiens, il prend le stylo, il dit, tu peux me signer un autographe? J'ai pas de stylo. Bah tiens, j'ai celui-là, il coûte tant. Il l'amène en fait à lui dire, ah, ben, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un stylo. Il l'amène à avoir besoin. Donc ce qui est intéressant. En tout cas, Tout à fait. Comme manière de faire. Alors après, il n'est pas éthique pour dessous. Il a escroqué plein de gens. On ne valide pas du tout en fait le film qui est excellent d'ailleurs, parce qu'il est drôle. Mais on est d'accord que c'est pas du tout en fait là-dessus qu'on s'inscrit. Non, pas du tout. Allez, imaginons que les personnes qui nous écoutent ici, qui sont des professionnels de la vente ou des entrepreneurs qui ont besoin de vendre leurs produits et leurs services, imaginons qu'ils ont envie d'aller encore plus loin et avoir des clés, des astuces pour justement peut-être se débloquer par rapport à leur peur de vendre, ou avoir des techniques pour justement vendre avec éthique, vendre sans vendre d'une certaine manière, devenir de plus en plus naturel avec ce process de vente. Ou alors on a des professionnels de la vente qui sont expérimentés et qui ont besoin d'avoir des clés supplémentaires pour être encore meilleurs dans leur art de vendre avec éthique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu pourrais leur proposer pour aller encore plus loin? Alors, il y a plusieurs choses que je pourrais leur proposer, évidemment, si vos moyens vous le permettent. En fait, venez voir ce que je fais des formations qui sont cool là-dessus, et c'est ma raison d'être que vraiment de partager tout ce que je fais autour de la vente éthique, de la vente bienveillante, autour du marketing, autour de l'entrepreneuriat. C'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement, et c'est vraiment, je suis vraiment dans ma vocation là-dedans. C'est ce que j'aime le plus au monde, en tout cas créer des programmes de formation qui permettent ça. Cependant, si vous souhaitez aller plus loin et que vous souhaitez aller plus loin peut-être gratuitement aussi, parce que c'est important, j'ai créé une formation, une mini-formation, voilà, un truc vraiment facile à regarder, cool, qui va vous permettre, d'apprendre à vous décomplexer avec la vente, c'est-à-dire comment ne plus avoir peur de vendre et vous dire que c'est bon, je peux y aller, c'est OK pour moi, j'ai ça en moi, parce que tout le monde a le talent de vendre. Je vous le dis tel que je le pense. Vous croyez que vous l'avez pas, mais vous avez tous un talent pour vendre. Donc ça, c'est un des éléments que vous allez trouver dans cette vidéo. Deuxième point, je vais vous donner 7 clés également pour devenir un bon proposeur. Et pour moi, pour devenir un bon proposeur, c'est apprendre à créer son réseau. Et souvent, quand on crée du réseau, on se dit « Ah, mais quelle valeur je peux apporter dans mon réseau? Qu'est-ce que je pourrais faire pour créer du réseau ?» Souvent, on a tellement une piètre opinion de la valeur que l'on a qu'on ne se rend pas compte en fait qu'on peut apporter énormément de choses. Donc, je vous donne 7 clés pour apporter énormément de valeur à votre réseau et développer votre réseau d'affaires, qui pour moi est une des clés de succès vraiment importante. Troisième clé qui pour moi est une des plus importantes, je les adore toutes évidemment, mais c'est ma stratégie TDA pour savoir comment est-ce que je peux me différencier des autres. Comment est-ce que quand on est face à une forte demande, comment quand on a quelqu'un qui est fortement sollicité en face, on peut développer un mindset pour arriver à intéresser la personne, à capter son attention, à se démarquer de toutes les autres. Donc ça, c'est des clés très rigolotes que je vais vous donner sur cette stratégie TDA. Et ensuite, je vais vous donner le dernier conseil que je vais vous donner, en tout cas qui n'est pas un conseil, qui est plus une route à suivre pour vous condamner au succès. C'est 4 clés pour vous condamner au succès. Peu importe, que vous soyez commerciaux, que vous ayez une entreprise, ces 4 clés vraiment hyper importantes et 4 items très importants que vous pouvez garder toujours. Et vous évaluez tout le temps autour de ces 4 items pour savoir si vous êtes dedans. Et si vous êtes à 10 sur 10 sur les 4 items, je peux vous assurer que on en reparlera, mais vous allez vraiment vous condamner au succès. Donc vous l'avez bien compris, si vous voulez être condamné à réussir, condamné au succès, je vais vous mettre le lien juste en dessous. Comme ça, vous pouvez accéder à cette formation offerte par Yannick. Donc un grand merci Yannick avec grand pour plaisir, ce cadeau. vraiment. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Encore merci. Merci encore mon Clément. Ciao, à ciao. bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.